Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 19 mars 2009 et j'ai le plaisir de vous présenter le numéro 67 de notre émission Entre nous soit dit. Nous allons aujourd'hui faire un large tour d'horizon, comme on dit dans les milieux diplomatiques, de la situation qui effectivement est fort intéressante, même si elle est fort inquiétante aussi. Et pour y procéder, j'ai le plaisir d'accueillir Guillaume Roquel. Bonjour. Bonjour, Claude Reichmann. Bonjour Guillaume Roquel, vous êtes donc le directeur général de Valeurs Actuelles, dont le numéro hebdomadaire vient de paraître aujourd'hui, jeudi, puisque c'est le jour de parution. Je le présente à la caméra. Voici donc Valeurs Actuelles que vous pouvez acquérir en kiosque et qui naturellement arrive dans votre boîte aux lettres avec fidélité, puisque Valeurs Actuelles est beaucoup vendu aussi sur abonnement. Je crois que vous avez même plus d'abonnements que de ventes en kiosque. Voilà, nous sommes essentiellement vendus par abonnement. Le journal arrive effectivement le jeudi chez les abonnés, à moins que nos chers agents de la Poste n'en décident autrement. Voilà. Ce qui n'a pas été le cas aujourd'hui, donc il faut s'en réjouir. Aujourd'hui, il semble que les services dits publics fonctionnent à peu près. Nous verrons à l'usage, ou à l'autopsie, comme on dit en médecine, ce qu'il en sera ce soir et demain matin. Enfin, quoi qu'il en soit, pour l'instant, Valeurs Actuelles était en kiosque ce matin. Et j'ai donc pu, sinon le lire complètement, car je n'en ai pas eu le temps, mais en voir les meilleures feuilles. Et je vais commencer par votre éditorial, car j'ai eu le plaisir de voir que vous avez décidé de porter un toast aux hommes libres. Alors, je m'y associe très volontiers. C'est un toast que nous n'allons pas porter, parce que nous risquons d'être poursuivis, sauf si nous brandissons un verre d'eau. Et je voudrais simplement illustrer votre propos, sur lequel nous allons revenir, car sous les dehors de la plaisanterie, il va beaucoup plus loin, évidemment, que ce qu'il dit de manière qu'on pourrait qualifier d'immédiate. Boire un petit coup c'est agréable, boire un petit coup c'est doux, mais il ne faut pas rouler sous la table. Boire un petit coup c'est doux. Alors c'est une chanson que tout le monde connaît, que tout le monde a plus ou moins chanté dans sa jeunesse, et aujourd'hui je suis absolument persuadé que si par exemple devant les caméras de Reichmann TV nous nous mettions à chanter ensemble, je ne vous entraînerai pas dans cette chanson, je ne vais pas compromettre votre carrière, nous risquerions d'être poursuivis. Alors c'est un petit peu le sens de votre éditorial. Au fond, les hommes libres, c'est ceux qui encore aujourd'hui disent, après tout, boire un verre de vin, on n'en meurt pas tout de suite. Alors effectivement, cet éditorial fait allusion à un article sur le dernier ouvrage de Jean-Robert Pitt, qui est recensé dans... qui est un éminent géographe, passionné par le vin, et qui a écrit un très beau livre sur l'histoire du vin et le rôle éminent du vin dans la civilisation occidentale. Et effectivement, vous savez que quasiment chaque année, on durcit un peu plus la législation sur le vin, sur les alcools, et aujourd'hui, très vite, on considère que dans les médias, sous prétexte qu'on parle de façon positive du vin ou de l'alcool, on fait une publicité interdite aux boissons alcoolisées. Et donc c'est un petit peu un clin d'œil à cette loi. J'ai dit, portons un toast aux hommes libres tant que la loi nous l'autorise encore. Et je fais allusion à un jugement récent d'un de nos confrères, magazine spécialisé dans les cigares, qui a interviewé l'acteur Cadmerade, qui est l'un des héros de Bienvenue chez les Ch'tis, qui a eu la malencontreuse idée d'avouer « J'aime le cigare à l'apéro » ou « J'apprécie le cigare à l'apéro ». C'est entre guillemets, c'était le titre de l'interview. La double peine. Voilà, et le malheureux journal a été poursuivi par une de ces nouvelles ligues de vertu anti-tabac, et le journal a été condamné parce qu'il donnait une image positive du cigare par l'interview de cet acteur. Tout ça est plutôt drôle parce qu'il n'y a pas mort d'homme, mais il faut quand même s'interroger sur les dérives de cette espèce d'hygiénisme moderne qui, sous couvert des meilleures intentions, mais tout le monde sait que l'enfer en est pavé, est en train de nous interdire quasiment d'être nous-mêmes. Et sous prétexte qu'il faut effectivement protéger une minorité de la population, je ne sais pas quel est le pourcentage de Français qui est touché par les excès de l'alcool, peut-être 5, peut-être 7%, en tout cas moins de 10%, on veut interdire aux 90 autres pourcents l'exercice d'une de nos libertés qui consiste à manger et à boire ce qu'on veut. Et une autre liberté qui est fondamentale, qui est la liberté d'expression. Il ne faut quand même pas oublier que la liberté d'expression, même si elle est limitée par les lois, ça va de soi, est garantie par la Convention européenne des droits de l'homme. Et que nous serions en mesure, toute personne qui s'estimerait lésée par rapport à sa liberté d'expression, pourrait engager des actions au nom de la Convention européenne des droits de l'homme, et elle serait très vraisemblablement suivie de succès, car la Cour de cassation vient de prendre un arrêt extrêmement important sur l'impartialité.
il ne s'agit pas ici d'impartialité, mais il s'agit de la référence à la Convention européenne des droits de l'homme. C'est la première fois, à ma connaissance, que la Cour de cassation prend une position aussi claire et nette. Elle a cassé un arrêt d'une cour d'appel dont le président, le dispositif du jugement était exprimé avec une telle partialité que sans aller plus loin, il a été cassé. Et finalement, vous dites que ça n'est pas aussi grave que ça, il n'y a pas mort d'homme, mais en attendant, ça ressemble un peu aux sorcières de Salem. On arrive à un degré de puritanisme qui pour l'instant n'a pas tué, c'est vrai, mais qui, si on n'y prend pas garde, pourrait à un moment ou à un autre aboutir, alors peut-être pas à la mort de la liberté d'expression, mais en tout cas à la fin, par autocensure, de la liberté d'expression. C'est vrai, c'est d'ailleurs un des traits les plus intéressants de notre société dite moderne, c'est ce contraste entre le libéralisme le plus débridé, qui est affirmé comme une sorte de un nouvel idéal sur le plan des mœurs, sur le plan de la vie privée, et en même temps un puritanisme tout aussi radical sur le plan de ces consommations. C'est d'ailleurs assez étonnant, c'est pas moi en l'occurrence, c'est notre confrère François-Olivier Gisbert qui remarquait ce paradoxe de la chasse aux buveurs de vin, et en même temps avec plus cette tolérance avec les fumeurs de cannabis. Comme s'il y avait de bonnes ou de mauvaises drogues, ou comme s'il y avait, car je pense qu'on peut quand même avoir cette grille de lecture idéologique, des consommations de droite et des consommations de gauche. Et pour faire court, le cannabis est de gauche et le vin est de droite. En tout cas, si c'est comme ça, raison de plus pour défendre ce dernier. Et restons à droite. Alors, effectivement, nous avons commencé sur un sujet qui peut paraître un petit peu plus léger, mais en réalité, il va très loin, et je pense que nous avons quand même tracé quelques pistes. Cela étant dit, nous sommes en plein dans la crise, cette crise dont certains nous disent aujourd'hui qu'ils en voient le bout. Certaines banques américaines notamment prétendent avoir fait des bénéfices, quelques banques françaises semblent l'indiquer aussi, mais j'aimerais avoir votre sentiment. Je sais que c'est une question très difficile, mais est-ce que vous avez le sentiment que nous approchons de la fin de la crise, ou est-ce que la visibilité reste encore extrêmement faible? Écoutez, je vais vous répondre très, très simplement, je n'en sais rien. Je n'en sais rien, et j'ai la faiblesse de croire que tous les gens qui vous donneraient des réponses affirmatives à cette question seraient ou des imposteurs ou des inconscients. Parce que je crois que personne ne sait si on est au bout de cette crise. Pourquoi? On a relativement bien diagnostiqué ce qui s'est passé. Il y a un excès de dette. Et donc cet excès de dette a entraîné une espèce de peur panique qui a bloqué complètement le système. La question qui se pose, c'est quel est le niveau de dette supportable pour une économie, pour une collectivité, pour un système globalisé comme celui que nous connaissons aujourd'hui. Et à cette question, il n'y a pas de réponse en disant on peut supporter que le niveau de dette soit une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois le niveau du PIB mondial. C'est une question de confiance. De même qu'un banquier pourra refuser un crédit alors que son voisin l'acceptera. En disant, un banquier dira « je ne prête pas parce que cette personne n'a pas le bon profil ». L'autre banquier dira « oui, mais cette personne-là, elle est jeune, elle est dynamique, on voit c'est une personnalité structurée, qui va probablement avoir une belle carrière, donc je peux prendre ce risque ». Et aujourd'hui, la question, c'est celle-là. Est-ce qu'on a suffisamment purgé le système? Est-ce qu'on est revenu à un niveau suffisant de raisonnable pour qu'on puisse se dire, ok, maintenant on arrête d'avoir peur, on sort de nos caves et on se remet à consommer, à prêter, à faire repartir la machine. Et je pense que ça, aujourd'hui, personne n'a cette réponse. On ne peut pas complètement exclure la bonne surprise. C'est-à-dire de dire qu'effectivement, les gens se disent, tiens, finalement, c'est pas la fin du monde, le soleil se lève encore le matin, et même si le niveau de chômage a augmenté, même s'il y a eu un certain nombre de manifestations de la crise, la machine ne s'est pas totalement arrêtée. Après tout, faisons-la repartir. Mais moi, je dirais, je suis aux 2 tiers pessimiste, 1 tiers optimiste. C'est une façon de répondre à votre question. Oui, c'est une façon d'ailleurs à la fois précise et je crois très honnête d'y répondre. Effectivement, on peut balancer entre les 2 hypothèses. Ce qui m'inquiète personnellement le plus, c'est le fait que les bilans n'aient pas encore été vraiment nettoyés. Ça, en effet, si l'on découvre de nouvelles surprises, entre guillemets, on risque d'avoir de nouveau une crise de confiance ou de défiance, et à ce moment-là, rien n'est exclu, il peut se passer des événements graves et des événements qui pourraient conduire effectivement au renouveau de la crise systémique, parce que c'est évidemment cela qui était à craindre. Bon, cela étant dit, les États s'y prennent différemment. On voit qu'aux États-Unis, il y a une relance qu'on pourrait qualifier de tous azimuts. En Europe, les États sont quand même plus prudents.
Et puis en France, nous avons un plan de relance qui s'est borné jusqu'à présent, je dirais, à être raisonnable. 26 milliards, dont une partie ne sont jamais que des sommes qui sont payées un petit peu, non pas avant terme, puisque c'était de l'argent dû par l'État, mais enfin bref, on ne peut pas dire que ce soit un plan de relance monumental. Alors certains disent, je ne sais pas s'ils ont raison, que le président de la République, Nicolas Sarkozy, agit plutôt au coup par coup, ce qui ne veut pas dire qu'il agit sans plan, mais ça veut dire simplement que, comme il ne voit pas lui non plus l'évolution de la crise, il ne veut pas se lancer d'une manière trop hardie ou trop excessive, et il a des moyens réduits également dans des plans de relance. Et vous-même, comment appréciez-vous jusqu'à présent l'attitude du gouvernement français dans cette affaire? Je pense pour l'instant qu'elle a été raisonnable. La difficulté pour le pouvoir en place, pour Nicolas Sarkozy et François Fillon, c'est que il faut agir sur... Il y a deux grilles d'interprétation de cette crise. Il y a la grille objective, consistant à dire que pouvons-nous faire objectivement, nous l'État. Et la réponse c'est pas grand-chose. Pas grand-chose. Pourquoi? Parce que notre marge de manœuvre est quasiment nulle, compte tenu du niveau de notre endettement. Et deuxièmement, parce que cette crise, elle est mondiale, c'est très largement une crise de confiance, et il n'est pas dans les moyens de la France d'enrayer cette espèce de panne généralisée du système. Et puis, il y a la grille de lecture politique, consistant à dire, alors, il y a la politique de petit niveau, consistant à dire, il faut que je donne suffisamment pour ne pas compromettre complètement ma réélection en 2012, c'est un peu trivial, mais la politique c'est ça aussi. Et puis il y a un niveau plus ambitieux, plus noble de politique, consistant à dire il ne faut pas que la France entre dans une crise sociale grave, violente, du type de celle que nous avons vue en Guadeloupe, parce que le pays ne pourrait pas la supporter probablement, et que les dégâts seraient considérables et aggraveraient encore cette crise. Donc entre ces deux logiques, la logique économique, qui, me semble-t-il, commande de faire le moins possible, et la logique politique consistant à dire il ne faut pas désespérer le pays, il faut jouer sur ces deux tableaux. Je trouve que le président de la République l'a fait plutôt bien jusqu'à présent, et cette espèce et son critère de choix consistant à dire nous donnons de l'argent, un, pour les investissements, deux, pour les gens qui sont les victimes directes de cette crise, c'est-à-dire les gens qui se retrouvent au chômage, mais pas pour augmenter les fonctionnaires ou le SMIC, parce que c'est vraiment pas le moment de le faire. Ça, je pense que c'est la bonne attitude. Donc, globalement, même si on peut penser qu'il y a eu des décisions prises un peu à contre-pied, moi, je serais plutôt positif dans mon jugement sur l'action gouvernementale jusqu'à présent. En ce qui me concerne, j'aurais un jugement un petit peu différent, non pas radicalement différent, parce que je pense qu'effectivement, quand on n'a pas la maîtrise d'une situation, il est vain de se lancer dans des choses trop ambitieuses. En revanche, je pense que le diagnostic du mal français, et qui n'est qu'un des éléments de la crise, mais qui est un élément très important, parce que le mal français a préexisté au mal mondial, et il n'a pas disparu parce que le mal mondial s'y est surajouté. Le diagnostic n'a toujours pas été fait. Et donc, tant qu'on ne le fera pas, tant qu'on ne... Alors, il a été fait par d'autres, mais pas par les gouvernants français, tant qu'on ne décrétera pas l'idée qu'il faut en finir avec un État trop lourd et des prélèvements sociaux tout à fait abusifs par rapport à ce qu'on peut supporter, je crois qu'on ne sortira pas vraiment de la crise, car lorsque la crise mondiale sera finie ou en voie de l'être, nous nous retrouverons quand même avec la crise française. Je crois que non seulement ce mal français n'a pas été traité, voire même endigué, même pas dans un commencement d'endiguement, mais il s'est aggravé avec la crise. Et malheureusement, ce que nous voyons aujourd'hui dans les rues de toutes nos villes conforte cette idée. C'est-à-dire que les Français s'étaient un tout petit peu éloignés de cette espèce d'État maternant, tout puissant, avec les premières mesures de Nicolas Sarkozy, et avec la crise, les Français reviennent vers l'État comme le cheval fatigué vers l'écurie. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous avez 2 millions de personnes qui vont défiler dans la rue en disant à l'État aidez-nous, sauvez-nous, interdisez les licenciements, faites payer les riches, et on retombe dans nos vieux travers, et parce que malheureusement ça existe depuis Colbert pour être optimiste, voire bien longtemps avant, et ce vieux fond il n'a pas disparu, au contraire malheureusement la crise l'aggrave. Alors précisément c'est toute la responsabilité de Nicolas Sarkozy, puisqu'il est arrivé au pouvoir avec une idée de rupture. Alors naturellement il n'avait pas prévu, pas plus que d'autres, les événements actuels, mais enfin au moment où la crise a éclaté, et elle a éclaté en fait à l'été 2007, mais elle n'est devenue vraiment violente qu'au mois de septembre, que le 15 septembre, avec la chute de la banque Lehman Brothers. Mais au 15 septembre,
Nicolas Sarkozy n'avait pas encore commencé à traiter le mal français. Il avait bien pris quelques mesures ici et là, on ne va pas y revenir, elles sont déjà du passé, mais le fond du problème n'avait pas encore commencé d'être traité. Et je pense que c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, le crédit dont il aurait un grand besoin, parce que dans des circonstances difficiles, on a besoin d'un grand crédit, a été entamé pour des raisons. Alors je n'arrive pas à les analyser suffisamment, parce que pour moi c'était tellement évident qu'il fallait le faire que je croyais qu'il essaierait au moins de le faire, à défaut d'y parvenir à 100%. Et là actuellement on a vraiment le sentiment, alors je ne sais pas si c'est votre idée aussi, que son crédit politique, et c'est quand même très important parce que le crédit du gouvernement, en dépit de la couverture de valeurs actuelles, la revanche de Fillon, Fillon ne pèse quand même pas d'un poids excessif dans l'État, même si statutairement c'est le cas, mais je me demande donc si le crédit actuel que les instituts de sondage évaluent autour de 40%, etc., est réellement atteint. Certains directeurs d'instituts disent vous savez, le noyau dur tient toujours. D'autres disent oui, mais il y a quand même dans le noyau dur déjà des gens qui flanchent un peu. Je sais pas, quel est votre sentiment, vous qui connaissez bien ce monde-là, puisque c'est en gros c'est vos lecteurs. Oui, écoutez, il est vrai que l'électorat, le cœur de l'électorat sarkozyste tient, c'est-à-dire les sympathisants UMP, pour faire court, restent derrière Nicolas Sarkozy à hauteur d'à peu près 80%. En revanche, les gens qui avaient rejoint le camp sarkozyste, si ce n'est dans les urnes, en tout cas dans les sondages d'opinion, ces gens-là sont partis. Les gens de gauche sont repartis, ça c'est clair. Toutes les manœuvres d'ouverture, etc., ont fait long feu en matière de rattachement, de popularité de l'autre camp. Et puis, une partie de l'électorat populaire qui votait avant pour le Front National et qui avait ensuite voté pour Nicolas Sarkozy se détache là à cause de la crise. Parce qu'effectivement, ce sont les emplois les moins qualifiés, notamment dans l'industrie, qui sont les plus touchés. Et donc, effectivement, le vote ouvrier n'est plus acquis à Nicolas Sarkozy comme il l'était en 2007 lors des présidentielles. Alors, maintenant, l'électorat UMP, lui, tient bon. Je crois qu'il tient bon pour deux raisons. D'abord parce que, même si Nicolas Sarkozy ne fait pas forcément la politique que tout le monde attendait de lui, en tout cas à droite et dans son camp, globalement, il ne l'a pas trahi. Donc ça, c'est une raison objective. L'autre raison est plus subjective, à mon avis, elle est presque inconsciente, qui est que l'électorat de droite a porté un tel espoir dans Nicolas Sarkozy au moment de son élection que s'en détacher, c'est reconnaître que nous avons été ou nous nous sommes trompés. Et ce serait un tel constat d'impuissance, voire de désespérance, qu'on préfère ne pas y penser. Les psychanalystes savent très bien qu'il y a certaines pensées qui sont repoussées dans l'inconscient parce qu'elles feraient trop de mal si elles arrivaient au niveau de conscience de l'individu. Oui, c'est d'ailleurs les psychologues ou les psychiatres ont très très bien analysé cette persistance dans l'opinion qui fait que lorsqu'on a commencé à faire quelque chose, on a tendance à continuer à le faire pour peu qu'on ait fait pour la première fois la chose volontairement. C'est une nuance très importante qui est souvent apportée. Maintenant, juste pour terminer, si vous le voulez bien, d'un point de vue plus conjoncturel, je pense qu'il y a deux raisons à cette chute dans l'opinion. La première, c'est que c'est la crise, et tous les gouvernants, qu'ils soient de gauche ou de droite, baissent dans les sondages avec la crise, et c'est normal. Je pense que Nicolas Sarkozy en souffre peut-être plus qu'un autre, parce que cette déception des électeurs est à la hauteur de l'activisme dont il avait fait preuve. Nicolas Sarkozy, c'est un homme politique dans le meilleur sens du terme, c'est-à-dire quelqu'un qui pense que tout est possible. C'est d'ailleurs un de ses slogans de campagne. Ensemble, tout devient possible. C'est en ça qu'il n'est pas libéral, d'ailleurs, parce qu'il croit au volontarisme. Peut-être a-t-il tort en économie, mais en tout cas, sur un certain nombre de sujets de société, notamment sur les questions de sécurité, quand il était ministre de l'Intérieur, on a vu que ça avait des bons résultats. Et donc aujourd'hui, il a ce volontarisme qui était sa marque de fabrique, se trouve pris en défaut. On ne peut pas le lui reprocher, la crise est trop forte pour lui, mais la déception est au niveau de l'énergie, du volontarisme dont il avait fait preuve dans la phase précédente. Et également de l'exposition qu'il a voulu et assumer, oui. Et dont vous dites aujourd'hui, alors je ne sais pas si ça va durer, mais enfin il est évident qu'aujourd'hui, même l'article dit que finalement, enfin c'est même le sous-titre de votre journal aujourd'hui, Sarkozy ne peut plus s'en passer. De Fillon, n'est-ce pas? De Fillon, oui. Bon, c'est assez amusant. Effectivement, un Premier ministre, c'est utile. Ça peut servir de bouclier, ça peut servir éventuellement de porteur de mauvaises nouvelles qu'on s'efforce ensuite d'atténuer. Enfin bref, est-ce que, à votre avis, vraiment, Nicolas Sarkozy a redécouvert son Premier ministre? Je le pense. Je le pense d'abord parce que il est à nouveau plus populaire que lui.
Et donc, pour un responsable politique, c'est un élément qui n'est pas marginal. En plus, je pense qu'effectivement, il s'aperçoit au fur et à mesure que sa popularité baisse, tous les risques que présente cette surexposition médiatique dont vous parliez. Je ne pense pas qu'il revienne dessus fondamentalement, parce que ce serait se renier lui-même. Veut dire, nous sommes comme nous sommes, et a priori, de toute façon, il ne faut pas aller contre son tempérament. Mais je pense qu'il s'aperçoit que, effectivement, François Fillon est nécessaire pour ça. Et puis, il y a objectivement une réalité. François Fillon, dont on va dire qu'il incarne un peu la droite raisonnable, celle qui dit que notre État est en faillite. Celle qui ose dire, 4 jours avant les manifestations, de toute façon, il n'y aura pas de nouveau plan d'aide à la conjoncture. Donc, il y a là un réalisme, une rigueur, presque barriste, qui, je crois, est écoutée et résonne de façon très forte à l'oreille d'un certain nombre d'électeurs de droite, dont nous sommes, on va dire, à valeurs actuelles. C'est pour ça que nous avons choisi ce titre plutôt flatteur pour le Premier ministre, La revanche de Fillon. Il va sûrement vous téléphoner pour vous remercier, parce que c'est quand même sympathique. Voilà. Il en a pris tellement à travers la figure que de temps en temps, ça doit lui faire du bien. Alors, bon, effectivement, on est dans la politique, et poursuivons le buzz, comme on dit aujourd'hui, le bourdonnement, le bruit à Paris et en France, c'est qu'au fond, nous avons un gouvernement de zombies. C'est le terme qui est employé par nos confrères du Point. Par vos confrères du Point. Alors, effectivement, un zombie, on sait ce que c'est. C'est quelqu'un qui n'a pas d'apparence réelle, qui n'a surtout pas d'existence réelle. Je dois dire que je partage un peu, sinon l'expression, du moins le sentiment. On a vraiment l'impression que certains ministres qui changent du jour au lendemain d'opinion parce qu'ils se croient en disgrâce, qui n'osent pas avancer sur un terrain parce qu'ils ont peur d'être repris et réprimandés, enfin bref, que tous ces ministres semblent ne pas exister. Et je dois dire que c'est un sentiment qui n'est pas très bon pour un gouvernement. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense qu'il y a beaucoup de choses là-dedans. D'abord, avec toute mon amitié pour nos confrères du Point, moi je n'aurais pas employé cette expression. Au risque de vous paraître vieux jeu, je pense qu'un magazine d'actualité, c'est comme un ministre de la République, ça doit surveiller ses propos. Et que il y a des mots qu'on peut employer autour d'un verre avant de passer à table au bistrot, mais qu'on n'emploie pas à la tête en une d'un magazine. Je trouve que traiter des ministres français de zombies, moi ça m'a un petit peu gêné. Je referme la parenthèse, chacun fait ce qu'il veut, et la liberté d'expression que nous appelions de nos voeux en début de cet entretien doit s'exercer aussi d'un magazine à l'autre. Je pense que il y a plusieurs choses pour ces ministres. D'abord, ce qui est vrai, c'est que ils ont été choisis pas toujours en fonction de leur de leurs compétences ou de leur spécialité. Il y a des ministres qui étaient des symboles. Et je pense que c'est très beau, je pense que Nicolas Sarkozy a eu raison de mettre à un ministère régalien, par exemple comme la justice, une jeune femme comme Rachida Dati, parce que c'était un message fort envoyé à une partie de la communauté française. En même temps, c'est extrêmement fragile, parce que ça n'est plus la compétence du ministre qui sert de fondement à son travail, c'est son image, c'est ce qu'il symbolise. Et le problème des symboles, c'est que on ne construit pas une politique au quotidien avec des symboles. Et donc vous remarquez que ce sont des gens comme Rachida Dati ou comme Ramayad qui, justement, dont la charge symbolique du ministère était la plus forte, qui aujourd'hui sont le plus en difficulté. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je pense qu'il y a eu une relation affective déplacée entre le président de la République et ses ministres, en tout cas certains d'entre eux, et ce qui fait que on a ce sentiment aujourd'hui de ministres qui ont cessé de plaire. C'est un registre qui ne devrait pas avoir raison d'être dans une République comme la nôtre. Un phénomène de cour. Voilà, c'est un phénomène de cour. On imagine mal le général de Gaulle ayant avec ses ministres des relations qu'a Nicolas Sarkozy avec les siens aujourd'hui. Et je pense que là, il y a une responsabilité. Christine Boutin a dit récemment, il faut que le président de la République a aujourd'hui une relation moins sexuée avec ses ministres femmes. Et on comprend bien ce que ça voulait dire, c'est-à-dire qu'on n'était plus dans le registre de la séduction réciproque, et c'est probablement mieux comme ça. Alors effectivement, ça se paye d'un certain nombre de remises en cause qui apparaissent difficiles, mais le dernier point, et ça je pense que c'est le plus important malheureusement, c'est que, effectivement, le président de la République, concentrant tous les pouvoirs, ses ministres
n'apparaissent plus que comme des exécutants. Alors, quand ils exécutent la politique voulue par le président, c'est très bien, mais quand le président change d'avis et dit finalement on ne réforme plus les lycées ou on s'assied sur la réforme des universités, les pauvres ministres, ils ont beau être compétents, et Dieu sait que c'est le cas de Xavier Darcos, et Dieu sait que c'est le cas de Valérie Pécresse, ils ont beau être courageux, ils ont beau avoir pris à cœur leur travail, si on leur tire le tapis, eh bien forcément ils ne sont plus rien, ils n'existent plus. La plus grande victime, me semble-t-il, c'est Xavier Darcos, en qui beaucoup de gens voyaient le futur Premier ministre, car il en a la compétence, incontestablement, et qui s'est trouvé en porte-à-faux complètement sur une réforme pour laquelle il a été, non pas désavoué, mais disons, oui, pas loin. Pas loin. Et donc, effectivement, c'est un peu dommage de se priver de tout ça. Puis alors, dernier point avant que nous ne marquions une pause technique, le fameux G7, alors il ne s'agit pas des 7 pays les plus riches du monde, mais des 7 ministres les mieux aimés du maître, ne se réunit plus, semble-t-il, d'après ce que j'ai cru comprendre. Je crois que c'est une initiative qui n'avait peut-être pas lieu de se poursuivre. Oui, c'est sans doute la preuve qu'il y a une certaine normalisation dans les relations entre le président de la République et les ministres. Pour que les ministres et le président se rencontrent, il y a quelque chose de prévu par la Constitution qui s'appelle le Conseil des ministres tous les mercredis matins, et c'est probablement préférable. Surtout que dans ce G7, il n'y avait pas le Premier ministre. C'est l'une des raisons pour laquelle nous parlons de la revanche de Fillon, c'est parce que la disparition de cette espèce de cabinet secret, entre guillemets, ou de Conseil des ministres souterrain ayant été aboli, le Premier ministre retrouve de sa prééminence dans l'exécutif. Bon, je crois que nous avons fait de la situation intérieure et partiellement de la situation économique un premier tableau qui aidera nos téléspectateurs à parfaire leurs propres croyances et leurs propres opinions. Nous allons les laisser souffler une petite seconde et nous reprenons notre émission tout de suite. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour à nouveau. Nous reprenons le cours de notre émission Entre nous soit dit, dont l'invité est Guillaume Roquette. Guillaume Roquette qui est directeur général de Valeurs Actuelles. Je vous montre à nouveau la couverture du numéro de ce jour de Valeurs Actuelles avec la photographie de monsieur François Fillon, un inconnu qui ira loin. Et donc, nous venons au cours de la première partie de cette émission d'évoquer l'ensemble des problèmes intérieurs français. On va continuer peut-être sur une notion un peu plus internationale avec un sujet d'actualité, l'OTAN. Le retour de la France dans le commandement intégré de l'OTAN. Alors, c'est un débat qui, personnellement, m'a paru un peu irréel. Je ne sais pas ce qu'il est votre sentiment sur la question, mais on a vraiment eu l'impression que les gens qui y sont opposés récitaient de vieilles leçons qui n'avaient plus grand rapport, car ce qui a conduit le général de Gaulle à quitter le commandement intégré, mais je le précise, pas l'OTAN lui-même. La France n'a jamais quitté l'OTAN. C'était des raisons qui tenaient d'abord à l'ensemble de la politique gaulliste et d'autre part à l'indépendance de notre force de frappe. C'est un point absolument essentiel. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que la France a vraiment perdu une partie de son indépendance en retrouvant sa place éventuellement dans le concert de l'OTAN et donc dans le commandement intégré? D'un point de vue militaire et stratégique, je ne le pense pas. D'abord parce que, comme vous le disiez très justement, la France était déjà dans l'OTAN, elle était déjà à 90% dans le commandement intégré, dans les faits, sinon dans les termes. Deuxièmement, notre force nucléaire, notre force de dissuasion, n'est pas intégrée dans l'OTAN. Donc nous gardons le fondement de notre autonomie stratégique voulue par le général de Gaulle. Et puis, la troisième raison, c'est que nous avons beau être dans l'OTAN, nous gardons notre liberté de manœuvre. On a rappelé à juste titre qu'au moment du conflit dans l'Irak, l'Allemagne, tout intégré qu'elle ait été dans le commandement intégré, a pu refuser les adversaires, pardon de vous interrompre, le disent, enfin les partisans de ne pas rentrer dans le commandement disent « mais c'est grâce à nous, c'est parce qu'on n'y était pas ». Alors c'est peut-être grâce à nous. Alors prenons un autre cas, la Turquie. Oui. La Turquie, dont on ne peut pas dire qu'elle soit spécialement proche stratégiquement de la France, a refusé aux troupes américaines le passage sur son territoire au début de la guerre en Irak. Ce qui a mis les Américains dans une rage terrible, compte tenu de l'aide qu'ils apportent historiquement à la Turquie. Ça les a contraints, de revoir complètement leur plan. Et donc on voit bien qu'il sera toujours possible de dire non, même quand on y sera. Vous savez que le seul point sur lequel l'engagement dans l'OTAN est impératif, c'est si l'un des membres de l'Alliance est attaqué. À ce moment-là, les autres ne peuvent pas dire « Ah, j'y vais pas ». Non, c'est automatique, on soutient, les autres membres de l'Alliance soutiennent le pays agressé, grâce au ciel, nous n'en sommes pas là. Maintenant, pour répondre à votre question, au-delà de cette indépendance militaire qui n'existe pas moins après le retour dans le commandement intégré qu'avant, je pense que c'est un double symbole, c'est un double sens, ce retour dans le commandement intégré. Le premier, c'est admettre que la France est une puissance moyenne.
c'est admettre que nous ne pouvons plus être tout seuls. C'est une sorte de leçon d'humilité. Or, les Français étant ce qu'ils sont, ils n'aiment pas beaucoup les leçons d'humilité, et on voit bien que c'est d'ailleurs pas du tout choquant, et je dis pas ça en riant, que notre orgueil national, entre guillemets, en prend un petit coup, et quand les uns ou les autres appellent les mannes du général de Gaulle en disant « il n'aurait jamais permis ça », on voit bien tout ce qu'il y a derrière. Laissons le général de Gaulle là où il est, et ne décidons pas à sa place de ce qu'il aurait fait aujourd'hui, mais on sent bien qu'effectivement, c'est une forme de normalisation de la France qui rentre dans le rang, et ça n'est jamais plaisant à admettre, même si malheureusement notre place dans le monde, elle est à la hauteur de notre puissance économique, c'est-à-dire en déclin relatif, si ce n'est en déclin absolu. Et puis l'autre point, qui à mon avis est le plus important, et Dominique de Villepin a très bien décrit ça, c'est que revenir pleinement dans l'OTAN, c'est choisir son camp. Parce que l'OTAN, qu'on le veuille ou non, c'est le camp occidental. Et donc, là encore, c'est peut-être une rupture avec l'attitude gaulliste consistant à dire nous sommes alliés des Américains, mais il n'y a pas de camp occidental, d'où l'indépendance de la politique française vis-à-vis de l'Union soviétique. Pour en revenir au général de Gaulle, mais on ne peut pas parler de ce sujet-là sans en revenir à la politique du fondateur de la Ve République, donc son attitude vis-à-vis de l'Union soviétique, ou vis-à-vis d'Israël et des pays arabes, par exemple. Et donc, revenir dans l'OTAN, c'est aussi peut-être envoyer ce message-là. Maintenant, tout bien réfléchi, je pense, comme vous, semble-t-il, que ce retour dans l'OTAN est une chose nécessaire, c'est une chose normale compte tenu de la situation. Je pense que mieux vaut être dedans que dehors. Peut-être qu'on pourra faire ainsi mieux évoluer les choses, même si l'argument mis en avant que le retour dans l'OTAN permet d'esquisser une défense européenne me paraît pas très crédible. La défense européenne, c'est la volonté politique des principaux États de l'Union, et pour l'instant, elle n'est pas là. Et on pourrait même ajouter à l'intention de ceux qui critiquent très fortement cette décision car ils sont en même temps des grands partisans d'une politique sociale très avancée, comme on dit. Est-ce qu'ils sont d'accord, par exemple, pour amputer le budget de la sécurité sociale du montant nécessaire pour construire un second porte-avions, puisque le Charles de Gaulle, manifestement, va devoir rester en réparation un peu plus longtemps que prévu? Ce serait intéressant comme question à poser. Oui, c'est vrai. Malheureusement, l'incident, comme dit pudiquement l'état-major de la marine, qui est arrivé au Charles de Gaulle, montre la nécessité de revenir dans l'OTAN. Le Charles de Gaulle est l'un des symboles de cette indépendance militaire à laquelle nous sommes si attachés. Il vient d'être en cale sèche pendant 18 mois pour une révision générale. Il retourne quelques jours sur l'eau et il est à nouveau en panne. Ce qui prouve bien que tout seul, nous ne sommes pas capables d'assurer le maintien de notre défense. Ça n'est pas que nos ingénieurs ne soient pas bons ou que notre marine ne soit pas de bonne qualité, mais c'est une question de moyens. Je pense, je ne suis pas un spécialiste, donc je ne voudrais pas m'avancer, mais que les Américains qui ont de mémoire une dizaine de porte-avions, ont forcément un niveau d'utilité et ont des équipements qui fonctionnent mieux parce que ils ont beaucoup plus d'argent, beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus de moyens qui peut être mis en commun. Et quand il manque un porte-avions, il en reste quelques autres. Exactement. Voilà, c'est toute la différence. Alors, c'est pour ça que d'ailleurs que les militaires en veulent un deuxième. Oui. Vous l'aurez noté. D'ailleurs, il faut reconnaître que leur position est cohérente, bien sûr, assez cohérente. Bon, tout le monde sait bien que lorsqu'on demande aux gendarmes ce dont ils ont besoin, c'est davantage de sifflets, et les militaires ont besoin davantage d'armes, ça que chacun le sait. Mais il n'empêche que dans le cas d'une discussion stratégique, il est quand même difficile de ne pas donner raison à ceux qui disent, après tout, quand on n'a qu'un seul bateau, il faut s'attendre d'abord à ce qu'il soit entretenu de temps en temps, et par conséquent, notre indépendance est compromise. Alors, poursuivons donc notre examen de la situation internationale. Bon, il y a eu tous ces temps-ci des tensions très fortes avec la Russie. Et en particulier l'affaire du gaz ukrainien, du gaz russe qui passait par l'Ukraine, évidemment ne nous a pas, nous Français, inquiétés terriblement parce que nous avons d'autres sources d'approvisionnement, mais il n'empêche qu'actuellement on a le sentiment que la Russie, alors est-ce que c'est défensif ou est-ce que c'est offensif, je vais vous le demander, tente à essayer de reconstituer son glacis, ou en tout cas d'éviter qu'il ne se délite. Quel est votre sentiment? Est-ce que, à votre avis, les Russes sont dans une position offensive ou défensive? Alors, là encore, je m'avancerai avec prudence, parce que je ne me sens pas suffisamment spécialiste de cette question pour être trop affirmatif. Je pense que la Russie est une grande puissance. Elle en a les moyens, elle en a l'histoire, et elle en a l'orgueil.
Et on voit bien que il y a un certain nombre d'initiatives occidentales qui sont considérées comme agressives par la Russie. On l'a bien vu dans ce qui s'est passé en Géorgie, ou dans la volonté de faire entrer tel ou tel autre pays satellite de la Russie dans l'OTAN, ce qui a aussitôt déclenché des réactions très vives des Russes. Et je pense que c'était une erreur de calcul que de considérer que cette opposition entre la Russie et les pays occidentaux, États-Unis et ses alliés européens, était simplement une opposition idéologique. Et que le communisme étant tombé, la Russie avait vocation de revenir dans une espèce de grand camp démocratico-capitaliste, on va dire, dans lequel seraient tombées ces oppositions. La Russie est une puissance. Est-ce que c'est une puissance agressive ? Ou est-ce que c'est une puissance qui demande seulement à être respectée, comme nous y aspirons tous de façon personnelle? Je pense qu'on ne peut pas le savoir. Je vois mal aujourd'hui la Russie dans une politique expansionniste. Il me semble plutôt que la Russie considère que tous les pays qui sont autour d'elle font partie de sa zone d'influence et qu'on n'a pas le droit d'y toucher. Et que c'est en quelque sorte remettre en cause sa souveraineté que de vouloir attirer l'Ukraine ou la Géorgie dans une orbite qui n'est pas aux yeux de la Russie l'orbite naturelle. Alors à quoi il faut ajouter également le fait que le régime actuel russe est quand même menacé par la baisse notamment du prix du gaz et du pétrole, car ils ont beaucoup bâti, si l'on peut dire, en fait ils n'ont pas bâti grand-chose, ils ont beaucoup consommé les recettes provenant des hydrocarbures, et aujourd'hui on peut vraiment s'interroger et se demander si précisément, même si la chose s'est produite avant d'ailleurs la baisse des hydrocarbures, si ça ne va pas conduire la Russie à durcir un petit peu le ton, compte tenu du fait que quand un régime est plus faible, il a tendance à essayer de manifester sa force. Oui, sûrement. C'est d'ailleurs quelque chose dont on parle peu, mais l'un des pays les plus touchés par cette récession est la Russie. Je ne sais plus quel était l'homme politique français qui disait les banquiers, je les enferme, les banques, je les ferme. En Russie, on n'a pas fermé les banques, mais on a fermé la bourse à plusieurs reprises, parce qu'elle baissait dans des conditions telles que, pour éviter un mouvement de panique, on a carrément débranché les fils pour fermer les marchés. Et la Russie est dans une situation très difficile, parce que, comme vous le disiez très bien, sa prospérité est très, très largement basée sur le pétrole et sur le gaz. Alors, est-ce qu'il va y avoir un raidissement? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a quand même une tradition autoritaire du pouvoir russe qui a jamais complètement disparu. Et Vladimir Poutine est sûrement un homme d'État de grande qualité, mais ça n'est pas lui faire offense de dire que c'est un homme autoritaire et qui a donc toujours été comme ça. Je suis pas sûr que la crise soit un facteur aggravant. Ce que je pense plutôt, c'est que il y a un certain nombre disons que il y a peut-être moins de prudence dans l'attitude des Russes vis-à-vis des partenaires occidentaux, parce que il n'y a plus d'intérêt de business qui sont trop en jeu. Il faut toujours ménager ses clients. Là, quand on a le sentiment que, de toute façon, la partie est mal engagée, on retrouve une espèce de liberté de manœuvre ou une liberté de ton. Je pense que c'est plus sur le registre du vocabulaire que sur le fond qu'il y a un raidissement. Maintenant, encore une fois, je ne suis pas un spécialiste de ce sujet, donc je ne voudrais pas m'avancer pour l'avenir. Voilà. Votre analyse me paraît tout à fait lumineuse. Bien, alors, revenons à l'aspect international de la crise, et revenons à celui qui est actuellement très vilipendé. Je parlais d'Alan Greenspan, qui n'a pas fait que des choses parfaitement positives. Il a libéré, je pense, beaucoup trop de liquidités à un certain moment, mais laissons les experts en débattre. Mais en revanche, dans ses mémoires, il a dit quelque chose de très important. Il n'a pas ignoré qu'il y aurait un jour ou l'autre une crise. Il disait lui-même que cette crise, il s'efforçait de l'éviter. On jugera s'il l'a bien fait ou mal, mais surtout il disait que les États-Unis, et là on retrouve nos prédictions éventuelles, sortiraient plus facilement d'une crise qui a survenir que l'Europe, qui est plombée littéralement par ses États-providence. Et c'est quand même très intéressant parce que nous sommes face à une situation où nous, Européens, nous attendons la reprise américaine. Tout le monde dit si les Américains ne repartent pas, on ne peut pas repartir. Il faut en général 6 à 8 mois au moins entre la reprise américaine et celle qui peut se faire sentir en Europe. Mais en même temps, imaginons que les États-Unis sortent de leur crise, par exemple en 2010, ce qui n'est pas gagné d'avance, mais enfin supposons. Mais nous, quand nous allons avoir notre petite reprise, nous allons être restés plombés avec nos États-providence et surtout la France. Alors est-ce que ce ne serait pas le moment d'entreprendre une réflexion, une vraie réflexion sur cet aspect des choses qui va devenir prioritaire?
Sûrement, je crois qu'il y a deux choses dans la réflexion d'Alan Greenspan. D'abord, il y a cette idée de dire que il n'y a pas de reprise qui ne soit suivie par une crise. Et ça, c'est une réalité que nos contemporains ont totalement occultée, qui est que l'économie, c'est fait de cycles. Et ça, malheureusement, on devrait remettre Schumpeter au programme des classes d'économie, voire au programme de l'ENA pour nos hommes politiques, parce que la fiction du volontarisme politique consistant à dire aux gens « avec moi, c'est la prospérité pour l'éternité », ça n'existe pas. Et c'est l'un à mon avis, des aspects positifs de cette crise, même s'il n'est pas facile de l'exprimer comme ça, c'est que ça va rappeler aux gens que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Et que un marché boursier qui triple de valeur en 7 ans, 8 ans, ça n'est pas raisonnable. Qu'il n'y a aucune raison pour que le prix réel d'un appartement augmente de 85% en 3 ans ou 4 ans, alors même que c'est la valeur réelle, donc sans tenir compte de la hausse du pouvoir d'achat. Il n'y a aucune raison à ça. Donc quand il y a une euphorie, derrière, il y a une gueule de bois. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre, et je pense qu'on l'avait un peu oublié. Alors, évidemment, la correction est un peu sévère, la leçon est un peu douloureuse, mais elle a le mérite d'exister, puisse-t-elle nous rendre plus prudents pour l'avenir. Ensuite, la deuxième partie du sujet, c'est l'Europe par rapport aux États-Unis. Oui, les crises aux États-Unis sont toujours plus violentes et plus courtes. Le balancier a toujours une amplitude plus forte, mais plus le balancier va loin d'un côté, plus il repart vite dans l'autre sens. Ce qui est vrai, là où je partage votre point de vue, c'est que la France en particulier repartira d'autant plus difficilement que cette crise l'a durablement affaiblie avec l'explosion de ses déficits. Nous avons publié la semaine dernière en couverture un sujet sur la folie des déficits où on voyait un robinet ouvert dont les euros partaient. Il faut bien comprendre que chaque euro distribué par M. Sarkozy est un euro emprunté et que donc le poids de cette dette va être considérable. Il ne s'agit pas de faire de l'idéologie en disant un État ne doit pas être endetté. Ce qui se pose, la question c'est de savoir quel est le niveau d'endettement supportable. Au train où vont les choses, dans 3 ans, la simple charge du remboursement de la dette, je ne parle même pas du principal, que nous ne remboursons plus depuis 30 ou 40 ans, pas 40 mais 35, le simple poids des intérêts de la dette sera le premier poste de dépense de l'État. Comment voulez-vous que l'économie reparte avec un tel boulet au pied ? Et effectivement, c'est un petit peu comme les bateaux de plaisance. Les bateaux de plaisance, ils sont une quille, et au fond de la quille, il y a du plomb. Alors, le plomb, c'est formidable, parce que quand il y a de la haute mer, la quille permet au bateau de pas trop bouger. Le problème, c'est que quand la quille est percée, le bateau coule avec le plomb. Et ces fameux stabilisateurs, dont tout le monde nous dit qu'ils sont merveilleux, parce qu'ils permettent de diminuer l'impact de la crise, ils vont nous gêner pour repartir. Et moi, je pense qu'il faut regarder très attentivement du côté de l'Allemagne, parce que l'Allemagne n'a pas du tout les mêmes positions que nous. L'Allemagne était revenue à une situation d'excédent budgétaire avant la crise, et je pense que Mme Merkel, avec beaucoup de prudence, ménage la situation allemande, et que, forte à la fois de cette situation budgétaire bien moins compromise que la nôtre, et forte d'une industrie beaucoup plus compétitive et ouverte internationalement que la nôtre, l'Allemagne repartira beaucoup plus vite que nous. Petit contraste d'ailleurs allemand, les journaux ces jours-ci disaient l'Allemagne souffre énormément, etc. Et on a eu un petit entrefilet dans la presse économique indiquant que malgré tout, l'Allemagne avait fait 179 milliards d'euros d'excédent commercial. Voilà, et nous en sommes à 50 ou 60 milliards de déficit commercial. Ça signe bien la différence entre les deux pays. Et effectivement, je suis de ceux qui pensent que ça peut même compromettre le couple franco-allemand dans la gestion de l'euro, parce que c'est la fameuse, je ne cesse de le répéter, mais j'estime que ça fait partie, depuis que La Fontaine l'a écrit, du devoir de tous ceux qui aiment La Fontaine. Le pot de terre et le pot de fer ne sont pas du tout des adversaires, ce sont des gens qui sont associés, qui cheminent de conserve, et le pot de terre, en se cognant contre le pot de fer, se brise. Et nous sommes tout à fait, le couple franco-allemand, dans cette situation. Et il y a également, nous avons publié plusieurs articles sur notre site, indiquant notamment qu'il risquait de se créer une fracture au sein de la zone euro entre les pays du Club Med, qui sont tous dans des situations budgétaires très compromises, et l'ancienne zone marque en quelque sorte. Voilà des sujets d'inquiétude, et je ne sais pas, dans votre rédaction, est-ce qu'on commence à... Enfin, on commence pas, parce que ça fait longtemps que vous écrivez des articles sur le sujet, mais est-ce que c'est un sujet qui vous paraît devoir prendre de l'importance ? Oui, là encore, pardon de parler de nous, mais c'est un sujet que je connais un peu. C'est un peu pour ça qu'on vous a invité aussi. Nous avons fait, il y a 6 mois de ça, une couverture qui s'appelait « La France en faillite ». On avait mis un point d'interrogation.
pour ne pas désespérer Billancourt. Mais oui, bien sûr, c'est une inquiétude. On voit bien d'ailleurs le coût de la dette française est de plus en plus élevé, parce que les prêteurs ont de moins en moins confiance dans la signature de la France. Et il y a effectivement un risque et un danger pour l'euro entre une Allemagne vertueuse qui tente de limiter au maximum l'impact de la crise sur ses finances publiques, et d'autres pays comme le nôtre où on se dit l'urgence c'est d'éteindre l'incendie, comme si on pouvait l'éteindre avec un arrosoir, et on verra après. Donc il y a effectivement... Mais ça, ce sont les deux grosses questions. La première, c'est l'euro va-t-il pouvoir tenir, notamment parce que on sait bien que quand un État s'est trop endetté, la seule façon de s'en sortir, c'est de relancer l'inflation. Or, l'Allemagne n'acceptera jamais une politique inflationniste. Le deuxième point, c'est est-ce que cette crise, qui est une crise de la dette privée, c'est-à-dire de l'excès de dette privée, ne peut pas se transformer en une crise de la dette publique, c'est-à-dire que ce ne sont plus les banques qui n'auraient plus confiance les unes dans les autres, ce seraient les prêteurs que sont la Chine ou les pays du Golfe Persique qui n'auraient plus confiance dans les États occidentaux et qui n'accepteraient plus de leur prêter. Et alors là, la crise serait encore bien plus grave que celle que nous vivons. Et d'ailleurs, dès maintenant, on a de petits indices, le spread, comme disent les spécialistes, est en train de se manifester. Nous payons quand même 40 points de base de plus que les Allemands, qui eux-mêmes ont eu du mal à placer un emprunt il y a 15 jours ou 3 semaines. Ce qui veut dire que la situation n'est quand même pas très stabilisée, même à ce plan-là, et que le risque que vous venez de signaler est réel, et à mon avis, comme à l'avis de la plupart des spécialistes, je crois, la différence, enfin la crise va évoluer, va devenir assez rapidement une crise des États, puisque maintenant on peut considérer qu'ils se sont tous endettés dans des proportions vraiment très importantes. La situation la plus inquiétante étant dans ce registre-là, celle des États-Unis, puisque le plan Obama, en tout cas, on ne peut pas reprocher à Obama de faire les choses à moitié, parce que là, pour parler familièrement, il a mis le paquet. Maintenant, il est dans une situation très particulière, puisque le dollar, c'est notre monnaie et votre problème, comme disait je ne sais plus qui, Nixon, je crois. Non, c'était John Connolly, le secrétaire d'État au Trésor de Kennedy. Alors voilà, bravo pour votre culture économique qui est supérieure à la mienne. Et donc c'est vrai qu'il n'y a pas ce problème spécifique de la monnaie pour les États-Unis comme elle existe pour les pays d'Europe. En revanche, effectivement, le niveau de déficit des États-Unis est absolument abyssal. Maintenant, on peut penser qu'il y aura une forme de sagesse entre guillemets des nations qui pourrait faire que les États-Unis ne seront jamais en faillite, parce que si l'État américain est en faillite, alors là, mon pauvre monsieur, je ne sais pas dans quel état nous serons tous les uns et les autres. Alors, n'y pensons pas. Alors, à propos de faillite, il y a quand même un journal qui est en faillite et qui vient de s'arrêter. Il y en a plusieurs qui sont en grosse difficulté. C'est aux États-Unis, le quotidien de Seattle. On a appris ça donc hier. Et cette occasion, le journaliste du Monde qui rendait compte de cet événement très dommageable, parce que Seattle, c'est quand même une ville universitaire et aussi passé beaucoup de choses. Boeing, et toute une série, enfin l'ensemble de la nouvelle économie est partie de toute cette région-là. Et il citait donc une phrase du président Jefferson, qui était le 3e président des États-Unis, et qui disait si je devais choisir entre un pays avec un gouvernement mais sans journaux et un pays avec des journaux et sans gouvernement, je choisirais la seconde solution. Alors évidemment, je sais que vous, en tant que directeur de journal, vous allez la choisir aussi, mais, enfin, non, je plaisante, mais je voulais simplement vous demander où en sommes-nous de la crise de la presse? Est-ce que vraiment les journaux vont de plus en plus disparaître au profit de sites internet qui n'ont pas encore trouvé leur modèle économique? Alors je crois qu'il y a deux réponses à votre question. La première est une réponse politique, voire démocratique, sur y a-t-il un danger pour la démocratie si les journaux disparaissent, et puis il y a la réponse économique. Alors, commençons par la réponse économique qui est la plus simple sans doute. Les journaux ne vont pas bien. Et les journaux vont d'autant plus mal que leur périodicité est rapprochée. C'est-à-dire, pour parler clairement, que les quotidiens vont plus mal que les hebdomadaires, qui eux-mêmes vont plus mal que les mensuels. Pourquoi? Parce que c'est quand vous avez un quotidien, vous avez un niveau de charge fixe qui est très important. Vous êtes obligé d'avoir un très grand nombre de journalistes qui n'écrivent pas tous les jours, mais qui doivent être prêts à réagir pour que, si l'actualité le commande, ils puissent écrire un article intelligent en quelques heures, qui soit dans le numéro du lendemain. Vous avez le coût du papier, de la distribution. Le quotidien, c'est une industrie lourde. Entre guillemets. Et donc effectivement, ce sont aujourd'hui les quotidiens qui sont le plus en difficulté. Ce sont les quotidiens qui tombent par dizaines aux États-Unis, comme le cas que vous venez de citer. Il y a des quotidiens nationaux en France qui ne vont pas très bien. Certains vont encore plus mal que d'autres.
c'est le cas du Monde ou de Libération, qui sont dans une situation financière extrêmement difficile. Et alors, c'est devenu une banalité que de dire ça, c'est la faute d'Internet. C'est vrai. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les Français lisent de moins en moins de journaux. Ça, c'est sûr. En tout cas, de quotidiens. La diffusion des quotidiens baisse, avec cette double concurrence qui est d'une part Internet et d'autre part les quotidiens gratuits, qui sont souvent de bonne qualité dans l'information factuelle, même s'il n'y a pas l'analyse qu'on trouve dans les quotidiens payants. Et il est en train de se mettre en place chez les jeunes générations l'idée que l'information est un bien gratuit et qu'on n'a pas besoin de payer pour avoir son journal. Donc, ce à quoi les esprits simples ont répondu, mais c'est pas grave, vous n'avez qu'à changer de support. Vos journaux, au lieu de les faire sur du papier, faites-les sur un site internet. Alors c'est assez juste, sauf que, c'est pas tout à fait les mêmes articles, 2, c'est pas tout à fait les mêmes lecteurs, 3, c'est pas tout à fait les mêmes recettes. Et c'est surtout ça. C'est-à-dire que Internet, c'est gratuit. Donc, passer sur Internet, c'est la même chose que si on distribue le Figaro ou le Monde gratuitement à la sortie du métro. Or, a priori, ces journaux-là ne peuvent pas subsister comme ça. Et tout le monde disait, c'est pas grave, la publicité va suppléer à la diminution des recettes d'abonnement ou de kiosques payés par les lecteurs. Ça n'est pas vrai. On voit bien que il y a beaucoup trop de sites internet et il n'y a pas suffisamment de publicité pour ça. Donc effectivement, c'est une crise grave, c'est une crise profonde. Je pense que surtout avec le développement de tous les outils électroniques portatifs, de type téléphone mobile, iPhone, etc., pour avoir de l'information immédiate, qui a priori celle du quotidien, le papier sera de moins en moins pertinent. Je pense, mais peut-être est-ce une forme d'autodéfense, que c'est moins vrai pour les périodiques. Parce que il y a un plaisir du feuilletage qu'on ne retrouve pas devant son écran, parce que un hebdomadaire, ça a une durée de vie d'une semaine, on peut le lire dans le train, on peut le lire dans sa baignoire, on peut le lire dans son lit, ce qui est plus compliqué avec son écran d'ordinateur. Maintenant, sur le fond, je pense que c'est un peu préoccupant pour la santé démocratique de nos pays, parce que Internet, c'est la cour des miracles. Il y a le meilleur et le pire, et qu'il n'y a pas sur Internet, même si on peut s'informer sur Internet, il n'y a pas la rigueur journalistique qu'on trouve ou qu'on devrait retrouver dans les journaux papier. Alors voilà, effectivement, un bilan qui me paraît correspondre tout à fait à la situation. J'ajoute simplement que, en même temps, notre site internet et notre télévision connaissent une explosion véritable, parce que nous y mettons quand même une certaine application, et je pense que la crédibilité qui, après plusieurs années, a fini par nous nimber, nous aide, mais il est vrai... Nous avons d'ailleurs, je vous coupe un instant, pardon, nous aussi notre site internet, bien sûr, pour Valeurs Actuelles. Il y a un élément encourageant, c'est que, là encore, pour parler d'un sujet que je connais un petit peu, la diffusion de Valeurs Actuelles, le magazine papier, a augmenté de 9% en 3 ans. En 2 ans, pardon, 9% en 2 ans, ce qui nous place au second rang derrière Marianne, en progression en pourcentage. Je crois que les gens ont aussi besoin de journaux qui soient différents. Ici, ils se disent, c'est pas la peine d'acheter le journal parce que je trouverai la même chose sur Internet, eh bien, effectivement, ils ne le paieront plus. S'ils disent, je vais trouver un vrai point de vue, un magazine qui a des convictions et qui les défend, à ce moment-là, la valeur du journal, elle est justifiée. Et on justifie les 3,20 € qu'on va dépenser. C'est intéressant de voir que ce sont 2 journaux d'opinion qui ne cachent pas leurs convictions, que sont Marianne à gauche et Valeurs Actuelles à droite, qui sont ceux qui progressent le plus. Eh bien, la conclusion est toute trouvée. Elle nous mène à vous montrer, madame, mademoiselle, monsieur, à nouveau le numéro d'aujourd'hui de Valeurs Actuelles, avec M. Fillon, le Premier ministre, en couverture, à remercier Guillaume Roquette de nous avoir éclairé de son point de vue et de ses idées qui toutes sont particulièrement stimulantes. Et donc, merci beaucoup d'avoir accordé cet entretien à notre télévision. Madame, mademoiselle, monsieur, il me reste à vous remercier de nous être fidèles et d'être de plus en plus nombreux à nous regarder. Bravo à vous et bravo un petit peu à nous quand même. Merci, gardez bon courage, à bientôt et vive la France.